Il n'y a pas que les personnels des hôpitaux qui se tiennent prêts pour l'inattendu. Où que vous soyez, si vous avez un accident, il y aura une équipe médicale prête à vous aider. Nous embarquons avec les services d'urgence britanniques qui vont nous conduire dans le feu de l'action pour sauver des vies. C'est au tour de Chris d'aller sur le terrain. Ce véhicule rapide d'intervention appartient au service d'ambulance de West Midlands et il est prévu pour emmener un ambulancier sur les lieux d'une urgence en quelques minutes. En service avec moi, voici l'ambulancier Ben White. Et le premier appel ne se fait pas attendre. Nous nous rendons chez une dame de 84 ans qui est tombée et qui a appuyé sur son bouton d'assistance. C'est un bouton sur lequel elle peut appuyer pour appeler à l'aide. Pour le moment, nous n'avons aucune idée de ce que nous allons découvrir. Nous ne savons pas pourquoi elle a pressé le bouton. James a sa caméra et j'ai la mienne pour pouvoir vous emmener au cœur de l'action. Nous n'avons aucune idée de la gravité de la situation, mais Ben arrive sur les lieux rapidement, en 2 minutes et demie. Il est vital d'arriver sur place aussi vite que possible. Le patient pourrait être gravement blessé. Bonjour madame, c'est les secours. En entrant, on trouve Lottie qui est tombée par terre. Racontez-moi. Je suis allée jusqu'à la chaise, mais je l'ai ratée et je suis tombée. C'était une vraie chute? Vous n'avez pas fait de malaise avant? Non, Si? non, non. D'accord. Ben va maintenant examiner Lottie pour s'assurer qu'elle n'ait pas de lésions graves. Vous avez mal là? Non plus. Vous avez mal au dos? Non, Des douleurs dans les hanches peut-être? non. On vous relève? Oui. On va vous soulever et vous installer dans votre fauteuil. Quand vous tombez, vous vous relevez facilement. Mais en vieillissant, les muscles s'affaiblissent et il est plus difficile de se déplacer. Comment vous vous sentez? Je me sens bien. Pas de vertige? Non. Ben va l'ausculter afin de s'assurer que la seule chose à faire, c'est de la remettre dans son fauteuil et qu'elle soit en bonne santé. D'après ce que je vois, tout va bien. Votre tension est bonne. Vous n'êtes pas blessé visiblement. On a examiné Lottie et tout a l'air normal. Elle a des aides à domicile qui passent 4 fois par jour et dispose d'un médaillon d'alarme. Donc, si elle ne se sent pas bien ou si elle a un problème, on reviendra. C'est une bonne nouvelle pour Lottie, mais elle se fait rouspéter par son amie Anne. Elle me gronde. Je te gronde parce que t'aurais pas dû te lever de ta chaise. On n'est jamais trop âgé pour se faire gronder. Ça m'arrive encore de me faire gronder. Lottie, on va vous laisser maintenant. D'accord. Portez-vous bien. Si quelqu'un tombe et que personne n'est là pour l'aider, au bout d'à peine quelques heures, ça peut devenir très sérieux. Heureusement, Lottie a un bouton autour de son cou, ce qui nous a permis d'être là en quelques minutes. Ben l'a assise dans son fauteuil et maintenant elle sourit. C'est une bonne résolution. Grâce aux ambulanciers comme Ben, qui se rendent rapidement sur les lieux, des professionnels de santé arrivent à votre secours en quelques minutes. À suivre, je mets des talons hauts au nom de la recherche médicale et Chris tombe la blouse pour comprendre pourquoi on transpire. Et on vous fait découvrir comment bluffer vos copains grâce à un nouveau tour étonnant. Waouh, c'est extraordinaire, comme ce qui va suivre. Dans cette pièce sombre, regardez cet homme. Ce n'est pas un homme ordinaire. Alors qu'a-t-il de spécial? Ses cheveux rouges? Non, Chris. Les lunettes de soleil? Non, Chris. Alors l'épée? Tu y es presque. En fait, cet homme possède un corps extraordinaire. Voici Garrett le puissant. C'est un avaleur de sabre. Cette technique requiert des années de pratique et d'entraînement. Alors n'essayez jamais de refaire ça. Cela vous tuerait. Lorsque Garrett avale son sabre, il descend tout au fond jusqu'à l'estomac, évitant de peu le cœur et les poumons. S'il faisait la moindre erreur, il en mourrait. La précision ne fait pas tout. Pour réaliser ce tour exceptionnel, Garrett doit réfréner le réflexe naturel de rejeter le sabre. Le réflexe nauséeux déclenche l'envie de vomir quand on touche au fond de la gorge. Rien qu'à le regarder, ça le fait. Garrett a mis des années à apprendre la technique pour enfoncer le sabre sans toucher les organes vitaux. Le plus difficile, c'est de se détendre alors qu'on fait quelque chose de pas relaxant du tout. Je veux bien le croire. Pas facile avec ce sabre dans la bouche. Au cas où vous penseriez qu'il y avait un trucage, voici la preuve que non. Et ça, c'est extraordinaire.
C'est pas extraordinaire, Xand. Retournons aux urgences pour savoir comment va notre patient. Benjamin, 6 ans, est à l'hôpital avec ses 10 doigts, mais seulement 9 bouts des doigts. Il se dépêchait de sortir de la voiture quand il a accidentellement refermé la portière sur sa main, arrachant le bout d'un de ses doigts. Après avoir été examiné par le docteur Charlotte Defty, Benjamin est préparé et l'équipe de chirurgie se prépare pour l'intervention. Pour commencer, Benjamin subit une anesthésie générale pour l'endormir complètement. Personne n'a réussi à compter jusqu'à 20. Tu veux essayer pour voir? 1, 2, 3... Une anesthésie générale est une association de médicaments qui, une fois dans le corps, rendent le patient inconscient, immobile et réduisent la réaction normale du corps à la douleur. 12, Benjamin compte encore. Arrivera-t-il jusqu'à 20 avant que l'anesthésie fasse effet? 15, 16... Je ne crois pas. Maintenant qu'il est profondément endormi, le docteur Charlotte peut commencer. Regardez ses lunettes. Elles ont l'air bizarres, mais elles vont agrandir l'image du doigt de Benjamin pour qu'il ait l'air 3,5 fois plus gros pour faciliter le travail de Dr Charlotte. Préparez-vous à observer un travail minutieux. Dr Charlotte commence par rogner un peu l'os. C'est seulement une fois qu'il est en dessous de la chair qu'elle pourra recoudre la peau. Ensuite, il faut des points de suture. Le doigt est recousu et bandé. L'opération est terminée. Tout s'est très bien passé. Il va pouvoir rentrer chez lui dans la journée dès qu'il aura récupéré de l'anesthésie générale. 2h30 plus tard, Benjamin est réveillé et heureux, prêt à entendre les paroles réconfortantes de son papa. Comment va ton doigt? Bien. Tu es sûr? Oui. Comment tu le sais? Il n'est plus là. Il faut vraiment travailler la psychologie, papa. Enfin bref, Dr Charlotte est venu prendre des nouvelles et apporter une bonne nouvelle. Il aura un ongle. Génial. Il sera juste un peu plus court qu'avant. Super nouvelle, il aura un ongle finalement. Et le bout de ton doigt va grandir aussi, mais il ne sera pas aussi grand que celui de l'autre main. Bravo, docteur. Pouce levé. Xand. Au revoir. Nous avons plein de tours incroyables à vous montrer. Voici comment embrouiller le cerveau de vos copains en utilisant juste de l'eau. Pour cette expérience, Xand, j'ai besoin d'un bol d'eau glacée. Et maintenant, je vais te demander de me passer un bol d'eau tiède. Et enfin, un bol plein d'eau chaude. De l'eau chaude du robinet, pas d'une bouilloire. Je vais mettre cette main dans l'eau glacée et cette main dans l'eau chaude. Je vais les y laisser pendant 1 minute. Et maintenant, je vais mettre mes 2 mains dans le bol du milieu. Et ça, c'est vraiment bizarre, parce que la main qui était dans l'eau glacée a très chaud et la main qui était dans l'eau chaude semble glacée. Je suis dans un état de confusion neuronale totale. Xand, peux-tu me dire ce qui m'arrive? Pour la main qui était dans l'eau froide, les terminaisons nerveuses sensibles au chaud de la peau de Chris sont devenues plus actives, et celles sensibles au froid étaient en sommeil. Ceci a embrouillé le cerveau qui a pensé que sa main froide était chaude. Pour la main qui était dans l'eau chaude, c'est l'inverse. Les terminaisons nerveuses sensibles au froid étaient plus actives et celles sensibles au chaud étaient en sommeil. Mon cerveau a cru que ma main était froide. Essayez de le faire à vos amis pour embrouiller leur cerveau. Direction l'hôpital pour vous montrer les coulisses des services. Aujourd'hui, le laboratoire d'analyse du mouvement. La marche. La plupart d'entre nous n'y pensent pas beaucoup, mais qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce qui l'affecte? Et plus important, pourquoi suis-je dans cette tenue? Je me trouve à l'hôpital Alder Hey de Liverpool dans un laboratoire spécial où on analyse le mouvement et je vais exiger des réponses. Tout le monde marche différemment. Votre style personnel et votre démarche. La directrice du laboratoire, Jill Holmes, va m'en dire plus. Les gens qui viennent nous consulter ont un problème. Leurs médecins veulent comprendre pourquoi ils marchent d'une drôle de façon et comment on peut les aider. Donc plus on en sait sur la démarche de quelqu'un et plus les docteurs peuvent prendre les bonnes décisions concernant une opération ou comment repositionner les muscles, comment aider les patients à faire des exercices pour aller mieux.
Dans cet endroit incroyable, des caméras sophistiquées et un système informatique créent une modélisation 3D de la démarche du patient. Ainsi, on peut l'examiner précisément et décrire leur façon de marcher et déceler le problème. D'accord, mais pourquoi je porte cette tenue ridicule? Afin qu'on trace où tu es et ce que tu fais, on a placé des capteurs sur ton corps. Je vais partir du bon pied. Allez. Vas-y. Ça y est, j'ai fait mon bout de marche. Je vais pouvoir voir mon modèle 3D et en savoir plus. Tu as une démarche normale et efficace. Est-ce que j'ai une démarche cool, comme celle d'une star de cinéma ou un danseur, par exemple? C'est une démarche ordinaire. Une démarche ordinaire. Ma démarche pieds nus est normale, mais la plupart du temps, on porte des chaussures. Est-ce qu'il y a des chaussures qui ne sont pas bonnes pour nous? Oui, certaines chaussures sont mauvaises. Des chaussures trop petites ou certaines femmes portent des talons trop hauts. Essaye-les. Il n'y a pas d'autres coloris? Si Chris me voyait maintenant. Jill veut me montrer comment les chaussures peuvent influer sur les muscles et les articulations. J'y arrive. Je crois que je commence à prendre confiance. Je les ai impressionnés. Mais je découvre vite qu'il est très difficile de marcher vite. En observant ma modélisation 3D, on voit que mes jambes ne se tendent jamais quand j'ai des talons, ce qui a des répercussions sur tout le reste de mon corps. Donc on voit bien à quel point c'est mauvais pour la santé de porter des talons tout le temps. Cela engendrerait des problèmes de pied et à terme des problèmes aux genoux, aux hanches et au dos. En fait, tous les styles de chaussures ont un effet sur le corps, et peu importe ce qu'on porte, il est primordial que les chaussures soient à votre taille. Je sais que ma démarche est normale. Nous avons constaté à quel point les chaussures affectent notre démarche. Mais le plus décevant, c'est que mon ambition de devenir mannequin sur les podiums a été réduite à néant. Merci, Jill. Quelle quantité de transpiration un adulte produit-il en une année? Est-ce A, assez pour remplir un pistolet à eau? B, assez pour remplir un seau? Ou C, assez pour remplir une voiture familiale? La bonne réponse est la C, assez pour remplir une voiture familiale. 1264 litres pour être précis. Oh, c'est une affaire pour l'enquête. Aïe. Oh. Vos pieds possèdent plus de 250 000 glandes sudoripare. La sueur est composée de sel et d'eau, mais quand on la mélange avec les bactéries normalement inoffensives qui vivent sous mes pieds, ainsi que l'humidité chaude de mes chaussettes, on assiste à un festin. Et ce que vous sentez, ce sont les déchets relâchés par les bactéries. Oh. Nous voici à l'université de Loughborough, l'endroit idéal pour étudier tout ce qui est plein de sueur. On va comprendre pourquoi on transpire et d'où on transpire le plus. Grâce à des équipements high-tech et ce vêtement spécial, on va recueillir la transpiration de Chris. Je vais maintenant courir sur ce tapis de course dans cette pièce qui est gardée à 50 degrés Celsius. Et je vous garantis que c'est vraiment très chaud. Si votre bain était aussi chaud, vous vous brûleriez. C'est parti! Je ne fais que trottiner. Si je faisais la même chose à l'extérieur, ce serait plutôt facile. En plus, j'ai ces ventilateurs en face de moi qui m'envoient de l'air chaud dessus. Le fait de courir dans une pièce dont la température monte à 50 degrés fait grimper de façon impressionnante la température du corps de Chris. Si elle s'élevait jusqu'à la température de la pièce, il mourrait certainement. J'ai donc besoin de perdre de la chaleur et c'est très dur d'abaisser sa température quand l'air autour de soi est plus chaud qu'il ne le faudrait. Alors le seul moyen de le faire, c'est en transpirant. La transpiration sert à évacuer l'énergie de la chaleur pour nous permettre de nous rafraîchir quand on a trop chaud. Mais ça ne fonctionne pas très bien quand on porte un sac poubelle qui empêche la sueur de s'évaporer. C'est vrai, mais c'est trop tôt pour t'arrêter. La transpiration que produit Chris n'est pas uniquement constituée de sel. On y trouve d'autres éléments louches. En fait, la sueur est un peu comme le pipi. Ça ressemble à l'urine. Alors ne l'oubliez pas. La prochaine fois que vous vous passerez la langue sur la lèvre. C'est dégueu. On va avoir assez de transpiration là. C'est bon, Chris, on arrête.
Voici le professeur George Avnit, un expert en transpiration. C'est un métier malodorant, mais il faut bien que quelqu'un le fasse. Il va peser les compresses du vêtement et des chaussures de Chris pour découvrir quelle quantité de transpiration il a produit et d'où il a le plus transpiré. On vient juste de me peser et je fais 1 kilo de moins maintenant qu'avant le début de l'exercice. Et ça, c'est l'équivalent de ce que j'ai transpiré. Ce qui fait beaucoup en une demi-heure, pas vrai? C'est beaucoup. Normalement, un athlète de haut niveau monte jusqu'à 3 ou 4 litres. Et toi, tu as fait un peu plus d'1 litre en 30 ou 40 minutes. C'est une belle performance. Je suis un peu vexé. Je pensais être un athlète de haut niveau. Tu peux rêver, Chris. Découvrons maintenant d'où tu as le plus transpiré. Si on compare les différentes données collectées, on découvre que tu as beaucoup transpiré du dos, le long de la colonne, plutôt que devant. Ah bon? D'accord. C'est en général ce qu'on découvre quand on analyse les gens. Tu as le plus transpiré du front, comme presque tout le monde. Souvent, c'est le double du reste du corps, et le dos en deuxième. Et pour mes pieds? C'est surprenant, mais on transpire moins des pieds qu'on imagine. Souvent, on porte des chaussures et ça emprisonne la transpiration. C'est pour ça qu'on pense qu'on transpire beaucoup des pieds. Mais quand on prend les mesures, la transpiration des pieds représente 1/5 de la totalité du corps. On a appris que ce n'est pas des pieds que Chris transpire le plus. Mais est-ce de là qu'il sent le plus? On va voir ça. En courant dans la salle chauffée, j'ai beaucoup transpiré. Mais qu'est-ce qui sent le plus mauvais? Les compresses sur mon corps ou mes pieds? Il va falloir trouver quelqu'un qui accepte de sentir ça d'abord. Non, merci. Non? Vous êtes sûr? Ouais. Renifler mes baskets? Non? D'abord, la transpiration de son corps. Vous en dites quoi? Ça sent pas très bon. C'est pas une super odeur. Ok, et maintenant une basket. Oh, c'est horrible, c'est dégoûtant. Oh ouais, c'est terrible. Oh, Burke. Je crois qu'on a un gagnant odorant. Mes pieds sont de loin les plus odorants et ce n'est pas une surprise. Ça, c'est les baskets de Xand. C'est toi qui les avais? Même si nos pieds transpirent moins que d'autres parties du corps, ils sont les plus malodorants. C'est parce qu'on les enferme dans des chaussures tous les jours. Mais sans la transpiration, le corps serait incapable de réguler sa température et on ne pourrait pas survivre. Chaque année, au Royaume-Uni, 5 millions de personnes doivent se rendre au service des urgences d'un hôpital. Et parfois, certains cas sont plus insolites que d'autres. Allons voir notre prochain patient. À Liverpool, Kyle, 14 ans, est arrivé aux urgences en raison d'une main douloureuse et enflée parce qu'il est rentré dans un mur. Le lendemain matin, elle était hyper enflée et ça faisait mal. Attends, c'est quoi l'histoire du mur? Kyle était en cours d'espagnol pendant une évaluation orale. La prof lui posait plein de questions. ¿Cómo te amas? ¿Dónde vives? Les questions s'enchaînaient. Joli le lézard. ¿Qué quieres comer? ¿A qué hora sale el próximo tren? Oh oh, mais il a oublié tout ce qu'il avait appris. Vexé et en colère, il est sorti en courant de la classe. C'est là que le mur, tout à coup, et alors qu'on ne lui avait rien demandé, a frappé brutalement la main de Kyle. Bon, Kyle a cogné le mur avec la main. Aïe. C'était pas malin. Si stupido. Mais sa main doit être douloureuse. J'avais piscine en cours de sport. Et rien que de toucher l'eau, ça me faisait mal. Il vaut mieux te faire examiner alors. Mais faudra avouer à Sir Joe ce que tu as fait, amigo. J'avais un contrôle d'espagnol et je l'ai raté. Alors je me suis énervé tout seul et j'ai tapé dans le mur. Je vois que c'est gonflé, là. Tu vas aller passer des radios et on agira en fonction. La radiologie, alors. J'ai l'impression que c'est plus grave qu'une simple foulure. En attendant les clichés, vas-y, Kyle, on va faire de l'espagnol. Comment tu dis, je me suis fait mal à la main? Et comme le mur tremble de peur qu'il se trompe... Mi mano es malo. C'est bon, on se détend, les murs. Il a réussi. Voici Dr Bimal Mehta. Il a examiné les radios de Kyle pour comprendre pourquoi il a mal. Regardez là, c'est bien droit et régulier. Mais là, on voit comme une bosse. Oui, cette bosse n'a l'air de rien, mais c'est en fait une fracture très douloureuse. Ça va mettre Kyle au pied du mur. On s'en doutait, les murs sont plus solides que les os. Le mur a gagné, tes os ont cassé. On appelle ça la fracture du boxeur. La fracture du boxeur, c'est l'une des blessures les plus fréquentes de la main, ce qui arrive quand un point fermé cogne quelque chose de solide, comme un mur. Elles sont extrêmement douloureuses. La prochaine fois que tu t'énerves, pense plutôt à réfléchir un peu.
Ce n'est pas une fracture très grave, mais ça va être douloureux encore pendant 2 ou 3 semaines. Heureusement pour Kyle, il ne va pas avoir un gros plâtre. Ça va? Il doit rester propre et sec. Les doigts sont maintenus serrés entre eux et il peut déjà rentrer chez lui. Adios, amigo!